Bonjour, je m'appelle Jean-Jacques Nantel. Est-ce que c'est vrai ça que le Québec est surendetté et qu'après l'indépendance, il va être incapable de payer sa dette? Eh bien, dans cette vidéo, je vais utiliser le pire scénario possible pour vous montrer que notre dette nationale est et restera non seulement comparable à celle des Ontariens ou des Américains, par exemple, mais que, en fait, notre situation va aller en s'améliorant par rapport aux leurs. Pour comparer les dettes de pays de tailles différentes, les économistes utilisent toujours le rapport qui existe dans chaque pays entre sa dette nationale et son produit intérieur brut, c'est-à-dire sa production. Parce que ce qui est important quand on parle de dette, c'est la capacité de les rembourser et non pas leur chiffre absolu. C'est pour ça qu'un petit pays comme l'Islande, qui a seulement 337 000 habitants, s'en tire mieux avec sa dette que le Japon, par exemple, qui a une population 380 fois plus grande. Dans le cas du Québec indépendant, sa dette va être composée de deux éléments. D'abord, sa dette actuelle en tant que province du Canada et ensuite sa part de la dette fédérale, une part qu'il paie déjà avec ses impôts fédéraux. Profitons-en pour dire que la dette du Canada a été empruntée par le fédéral et que c'est lui qui en est responsable et non pas le Québec. Ce qui fait que nous serons en position de force de ce côté-là quand viendra le temps de négocier l'indépendance. Ça va être d'autant plus vrai que le Québec n'a jamais reçu sa juste part des investissements fédéraux. Si c'est comme ça, c'est parce que ça coûte beaucoup moins cher de construire des routes, des voies ferrées ou une voie maritime dans la vallée du Saint-Laurent qui est courte et plate que dans les immenses territoires du Canada anglais. Souvenez-vous de ce qu'on a dit dans la vidéo numéro 9 de cette série au sujet de la transcanadienne qui est beaucoup plus développée dans le Canada anglais qu'au Québec, ou encore du fait que le Québec a toujours été défavorisé dans le cas des aéroports, des ports, des parcs fédéraux ou des bases de l'armée canadienne. Dans les faits, tout ce qui existe au Québec a été payé en totalité par les Québécois et plutôt 3 fois qu'une. Pour commencer, tout ce qu'il y avait en Nouvelle-France au moment de l'invasion de 1760 avait été payé par nos ancêtres. À ça s'est ajouté le coût d'une grande partie des infrastructures dont on vient de parler et que le Canada anglais nous a forcés à payer dans l'Ouest aux époques où il n'y avait à peu près personne là-bas pour les financer. Rappelons ici que les Québécois n'ont jamais profité de ces infrastructures-là étant donné qu'ils ne se rendent jamais dans l'Ouest. Alors que les Canadiens anglais, eux, n'ont jamais cessé de traverser notre territoire gratuitement en détériorant nos routes, nos voies ferrées et notre fleuve Saint-Laurent. Pour ça aussi, ils devraient nous payer de l'argent. Puisqu'on parle ici de se partager la dette fédérale, il convient de dire que chaque dollar investi par les Québécois dans l'Ouest au cours du dernier quart de millénaire a beaucoup enrichi le Canada anglais. Il s'agit en fait de sommes colossales. On s'en rend compte quand on se sert de la formule comptable qui permet de calculer ce que vaut aujourd'hui un dollar qui a été investi dans le passé, mais qui n'a jamais été remboursé. Même en utilisant un taux d'intérêt annuel aussi bas que 5%, chaque dollar investi en 1867, par exemple, vaudrait aujourd'hui 1583 $. Et si on calcule à partir de 1760, chaque dollar investi vaudrait aujourd'hui 293 000 $. On peut critiquer ce calcul théorique tant qu'on veut, mais ça donne quand même une bonne idée de tout le bien-être dont nos ancêtres ont été privés. Pas étonnant qu'ils aient été si pauvres et les Anglais si riches. Comme la dette fédérale a servi à acheter des biens et non pas de la population, le Québec, après un référendum gagnant, devrait exiger que des juges impartiaux du monde international viennent évaluer ce que chaque groupe a payé au Canada, de façon à pouvoir déterminer la part de la dette fédérale qui appartient vraiment au Québec. Quoi qu'il en soit, on va maintenant calculer la dette d'un Québec indépendant en se servant du pire scénario possible, c'est-à-dire celui où on reprendrait une part de la dette fédérale qui correspondrait au pourcentage des Québécois dans la population canadienne. Ce calcul est facile à faire et montre qu'un Québec indépendant se retrouverait alors avec une dette correspondant à 110% de son produit intérieur brut. Comme toujours, vous pouvez vérifier tous les chiffres que j'utilise avec la bibliographie que vous trouverez à la fin de la vidéo. Maintenant, si on compare ce 110% avec les statistiques fournies par des organisations internationales indépendantes comme l'OCDE et le FMI, on découvre que même avec le pire des scénarios possibles, le Québec indépendant serait dans une situation financière comparable à celle des grands pays du monde, dont les États-Unis.
En réalité, le Québec sera en meilleure posture que la plupart d'entre eux, étant donné qu'en 2017-2018, il a dégagé un surplus budgétaire de 4,6 milliards de dollars, alors que les États-Unis, par exemple, avaient un déficit en croissance de 666 milliards de dollars. Quant à l'Ontario de 2018, elle avait un déficit de 12 milliards de dollars, ce qui explique que sa cote de crédit soit désormais inférieure à celle du Québec. Étonnamment, la cote de crédit de l'Alberta également est désormais inférieure à celle du Québec. Très clairement, les investisseurs internationaux qui établissent ces cotes de crédit et qui investissent leur bel argent en achetant les dettes de plusieurs États n'ont pas peur que le Québec ne paie pas les siennes. Si c'est comme ça, c'est entre autres parce qu'ils savent que le Québec possède des biens publics extrêmement rentables comme Hydro-Québec. En fait, le Québec et le Canada possèdent tellement de biens publics qui ont été payés avec des dettes publiques que si on refaisait le même calcul que tantôt en tenant compte uniquement des déficits accumulés, la dette qu'un Québec indépendant devrait rembourser serait équivalente à seulement 63% de son produit intérieur brut. Alors qu'est-ce que c'est cette histoire que la dette d'un Québec indépendant serait insupportable? Comme d'habitude, je vous remercie de m'aider financièrement de façon à ce que je puisse aller faire connaître ces idées-là partout au Québec. Je vous remercie également de m'aider en montrant mes vidéos au plus de gens possible. À la prochaine!